Audio Jungle. C'est qu'en 6e jour, 23e semaine de cette année 2018 et nous sommes encore là avec la même joie et cette même envie de vous réveiller, de vous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour et bienvenue, vous êtes à Matin Bonheur. Bonjour Marco. Bonjour à vous, bonjour mesdames et messieurs. Nessie avec son sourire et sa grâce et ajouté donc à son compagnon de toujours, son Marco de tous les matins, vous salue. Bienvenue, c'est Matin Bonheur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 juin 2018 en direct et en intégralité. Et on est très heureux de vous suivre aussi, parce que vous nous suivez. Mais nous vous suivons parce que vous êtes très chers à nos cœurs. Merci pour la fidélité. Matin Bonheur débute avec la réalisation, bien sûr, Soro, félicité. Et pour commencer tout de suite, le bleu de chauffe, on y va avec la gym. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Alors, hier, nous avons commencé à travailler les cuisses en étant couché carrément au sol. Aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci, on sera à 4 pattes, principalement. Donc, si vous êtes prêts, on part directement pour le premier exercice. D'accord? Regardez, on va se mettre à 3 pattes, c'est-à-dire la main droite là, le genou droit bien posé au sol, et on va tendre la jambe gauche sur le côté. On met la main gauche au niveau de la hanche là, et on va lever la jambe 10 fois. De chaque côté, on va faire 2 fois, 2 passages. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend, on bascule de l'autre côté directement. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repart encore de l'autre côté. Allez, on tend la jambe gauche. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on repart enfin sur la jambe droite. Alors, lorsque vous faites cet exercice, vous allez sentir au niveau du fessier que ça tire un peu. C'est tout à fait normal. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On part maintenant à 4 pattes, là. Ok. Et on va faire des rotations de la jambe, comme ça. 1, 2, la jambe reste pliée à chaque rotation. On fait 10 d'abord vers l'extérieur. On fait 10 sur la jambe droite. On passe 2 fois sur les jambes, d'accord, sur chaque jambe, pardon. Et ensuite, on fait 10 intérieur, 2 fois sur chaque jambe. Top, c'est parti. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On passe directement sur la jambe droite. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu, on respire. D'accord? Si vous sentez que ça tire, c'est tout à fait normal avec le travail d'hier. Et aujourd'hui, c'est normal que vous ressentiez quelques petites douleurs en travaillant. Mais c'est ce qu'on recherche, donc on continue. Allez, on repart encore, jambe gauche. Allez, courage chez vous. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Lorsque vous finissez avec cet exercice, on va se rasseoir, d'accord? On met les coudes au sol, là, et on pédale. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On souffle un peu, 5 à 10 secondes, et on repart encore. Alors, tous ces exercices que nous faisons nous permettent en même temps de travailler le fessier, les abdominaux de manière accessoire, et les cuisses principalement. D'accord? Allez, top, on repart. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ok, super. Alors, après cet exercice, on part pour le dernier exercice. On va tendre les jambes au sol. Là, d'accord. Alors, veillez à être bien en appui sur les coudes, d'accord. On décolle les jambes et on referme là. 1, 2, d'accord. On va en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle, ça nous permet de travailler un peu les adducteurs aussi. Allez, on repart encore, dernier passage. Allez, courage chez vous, c'est le dernier. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Les pieds sont au niveau du visage. 6, 7, 8, 9. Oh, super. Alors, lorsque vous finissez, vous vous regroupez comme ça. D'accord? Et vous revenez. Là, vous respirez, vous soufflez. Encore, le même conseil que je vous ai donné hier, il faut vous étirer à la fin de ces séances qui sont consacrées aux jambes. Aujourd'hui, en plus des jambes, on a travaillé un peu le fessier, les abdominaux aussi ont travaillé de manière accessoire. Donc, veillez à bien vous étirer, à bien vous hydrater. Excellente journée à vous, rendez-vous demain. Allez, ciao. Merci coach. Et en plus des conseils de notre coach Marco, il faut éviter de manger trop sucré, trop salé pour obtenir très vite de bons résultats. Beaucoup bouger, ne pas rester statique, fuir toute indolence afin de permettre une bonne circulation, une bonne pression artérielle. C'est très bon pour la santé, on ne le dira jamais assez. Et également le programme qu'on vous propose sera très très bon pour vous afin de vous permettre de connaître davantage Marco, surtout en matière de droit. Aujourd'hui, on parle d'une profession qui n'est pas très connue. Il s'agit des agents d'affaires judiciaires, Marco. Et on en parlera avec notre invité du jour, Maître Ezoa Aka. Il est secrétaire général adjoint ici de la Chambre nationale des agents d'affaires, chargé de la formation et des projets. Il viendra nous parler un peu de l'univers de ce métier. Vous entendez parler souvent d'agents d'affaires? Oui, mais je ne connais pas exactement leur mission. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aura de plus en plus d'informations. On sera beaucoup plus éclairé sur cette profession. Et puis aussi, il faut qu'on soit éclairé sur ce que l'homme a comme impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est la journée mondiale de l'environnement, Marco. Journée mondiale de l'environnement. Et pour être en phase, en adéquation avec ce thème-là, nous vous proposons ce reportage en Floride, le changement climatique, une réalité du côté de la Floride. C'est parti. Il y a 9 mois, l'ouragan Irma balayait l'archipel des Keys en Floride. Dans ce quartier, près de 3000 maisons ont été sérieusement endommagées. Depuis, seules quelques familles ont pu reconstruire. Mon épouse venait d'hériter d'une maison, un mobil-home qui appartenait à sa mère, ici, et il a été complètement détruit. Notre voisin est parti, il ne reste plus que 3 maisons habitables sur ce pâté de maisons. Toutes les autres ont été complètement détruites. Bâtir une nouvelle maison s'avère souvent trop cher pour les habitants. Leur besoin, des projets d'habitation pas chers, capables de résister aux ouragans. Les gens n'ont pas les moyens d'habiter ici et c'est toute l'économie qui est en jeu. Les serveurs dans les restaurants, les managers, l'ensemble de l'économie du tourisme qui fait vivre la population locale. Les côtes surpeuplées de Floride sont parmi les plus vulnérables du pays. Montée des eaux, inondations et ondes de tempête, autant de menaces grandissantes pour les millions de maisons construites sur le littoral. On prévoit une accélération de la fréquence et de l'intensité des tempêtes violentes à cause du changement climatique. Les prévisions pour cette saison-ci sont déjà de 10 à 16 tempêtes ou ouragans et probablement 1 à 4 tempêtes violentes. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, la pression monte. On est encore plus vulnérable maintenant parce qu'il y a des gens qui habitent toujours dans les camping-cars ou des caravanes en attendant que leur maison soit réparée. Il y a encore des toits endommagés par Irma. On prend tout ça très au sérieux maintenant qu'on entre dans la saison des ouragans de 2018 et on compte réagir beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que d'habitude. Il y a 1 an, Donald Trump a annoncé son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour les habitants de Floride, cette décision ne fait que renforcer l'incertitude quant à l'avenir de la vie sur la côte. Voilà, donc on rappelle Marco qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'environnement et cette journée a été promulguée
par le PNUE, comprenez le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète, Marco. Oui, le PNUE, comme le dit Nessie, a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris. Et ça, de toute urgence. Lutte contre la destruction de la couche d'ozone, lutte contre la déforestation, préservation de la qualité des réserves d'eau, lutte contre la désertification et la sécheresse. Le constat du PNUE est sévère car peu de ces objectifs ont été atteints. Et le cri d'alarme lancé à l'occasion de la conférence du Rio +20 paraît désespéré. Mais si vous avez remarqué que bien souvent, on a des réunions, des colloques, des séminaires, des sommets qui accouchent de grosses souris. De grosses souris, on ne comprend pas pourquoi ces décisions qui sont prises pendant ces sommets-là ne sont pas appliquées. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi? C'est quoi le problème? Peut-être qu'on trouvera une réponse sur le plus vert des Ivoiriens. Il s'appelle Andy Costa, il est avec nous. Bonjour Andy. Bonjour. Comment ça va bien? Oui, ça va, par la grâce. Bonjour Andy. Bonjour. Alors, Journée mondiale de l'environnement, comme le disent les anglo-saxons, what's your feeling right now? On a décidé cette année, non particulièrement spécialistes de la mobilité durable, de lancer la journée sans pollution. D'accord. Parce que selon moi, l'impact le plus visible sur le climat, c'est dû au CO2. Et qui dit CO2, il faut vite fait... c'est ça qui fait que vous avez quelque chose dans la gorge, c'est tout ça. Parce que dès le matin, déjà, c'est pollué. Ouais, c'est pollué. Donc vous avez décidé de marcher, pour ne pas dire d'aller à vélo. À vélo, oui. À partir de 16 h aujourd'hui, nous allons bloquer une artère principale. On sera à vélo avec les ambassadeurs et les passionnés de vélo. Vous pensez que, comme ailleurs, on pourrait ici initier des journées sans voiture? Oui, c'est la première initiative. L'objectif est qu'elle soit durable. La route est longue, hein? Pour avoir un jour des pistes cyclables en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais je pense qu'aujourd'hui, les lignes ont commencé à bouger depuis 5 ans qu'on se bat pour la mobilité durable. Et je vais vous faire une confidence. Le projet de piste cyclable est actuellement en Conseil des ministres. Ok, on espère. Il y a beaucoup de projets aussi qui sont au Conseil des ministres. Mais bon, après, la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Vous, justement, parlant de Conseil des ministres, de politique, tout ça, est-ce que ça ne vous frustre pas, par exemple, que pendant les campagnes électorales, les candidats parlent à peine, moins de 2% d'environnement? C'est choquant. C'est très choquant, mais on se dit, bon, les lignes vont bouger un jour. Comme on le dit en marketing, un produit répond à un besoin. Si l'État ne sent pas le besoin de sa population à avoir une mobilité durable comme le vélo, l'État ne va jamais investir dans des pistes cyclables. Donc je pense que ça doit venir, comme j'aime bien le dire, l'environnement, notre partage à tous. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et puis bon. Vous ne vous sentez pas trop seul? Est-ce que la population accueille bien votre initiative? Au début, c'était un peu difficile, mais je pense qu'avec le personal branding, avec tout le boulot qu'on a fait, quand on arrive, de simple fait de dire, ah, voici l'ambassadeur du vélo, ça veut dire l'homme au casque. Voilà, qui retient quelque chose au moins. Ben, ça ne doit pas être que ça votre satisfaction, parce qu'en plus d'être l'ambassadeur du vélo, il faudrait qu'on s'y mette. Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc cette année, les ambassadeurs ont décidé de nous accompagner avec quelques membres du gouvernement. On espère que ça sera durable. Les ambassadeurs de certains pays, de plusieurs pays. Des ambassadeurs comme l'ambassadeur de Grande-Bretagne. D'accord. Est-ce qu'il y a des passages dans les écoles? Parce qu'il faut que nos enfants aient le réflexe vert. Ne pas jeter les ordures n'importe comment. Savoir vraiment avoir une attitude responsable qui coïncide avec le respect de l'environnement, non? Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser une grande campagne après notre session de vélo. D'accord. Qui s'appelle Ciné Éco-Tour. Ça sera des projections de films. Super. Dans les quartiers, dans les écoles, mais qui parlent d'écologie. Parce que je pense que le cinéma aussi peut avoir un impact. Andy Costa, est-ce que l'Ivoirien est vert? Oui, l'Ivoirien est vert parce qu'ils aiment beaucoup la sauce feuille. Juste donc c'est ça la verdure. L'Ivoirien est vert parce que quand vous allez au banco les week-ends, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Bon. Le scoop de la journée, l'Ivoirien est vert parce qu'il aime manger la sauce feuille. Retenez cela, mesdames et messieurs. Et ça vient d'Andy Costa, il sait de quoi il parle. Donc c'est là le côté vert de l'Ivoirien. Juste pour rire. Oui, non, je sais, je vous taquine. Alors il y a du boulot, il y a du boulot. C'est pour ça que notre projet phare consiste à créer des stations de vélo dans les universités africaines. Et on commence avec l'université Félix Houphouët-Boigny parce qu'on s'est dit c'est les sachants. Si le message ne passe pas
ça sera difficile de l'implémenter ailleurs. Donc, on doit doter l'université Vessel-Boigny d'une flotte de 500 vélos pour, via cette mobilité durable, créer la culture environnementale via ces étudiants, parce que c'est eux les futurs leaders du climat. S'ils ont une bonne culture, ils pourront pérenniser tous ces projets que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Est-ce que vous avez des sessions de recyclage pour ceux qui ne savent plus faire le vélo? Si, on a organisé du 3 au 5 juin le salon africain du vélo. Et pendant le salon, nous faisons du vélo coaching gratuitement, vélo maintenance gratuitement et vélo tourisme. Je rêve d'un jour ici, je rêve d'un week-end, tous les premiers week-ends du mois, qu'on institue, que ce soit une volonté forte pour dire qu'une volonté politique. Parce que c'est ça aussi. Ouais. Par exemple, le premier week-end du mois, tous ceux qui circulent du côté du plateau doivent être en vélo. Ce serait bien. Comme au Rwanda, comme au Brésil. Au Rwanda. Bon, le Rwanda, quand on parle tellement du Rwanda, ça suscite... Mais c'est la réalité, le Rwanda. C'est vraiment un exemple aujourd'hui. Qui l'aurait cru il y a quelques années? Parce qu'ils ont compris la nécessité, la volonté, hein, surtout d'imposer tout ce qui est vraiment élément pour le respect de l'environnement. Ouais. Quand on vous voit avec un sachet plastique au Rwanda, on vous regarde comme si vous étiez un zombie. On trouve ça bizarre. Claire. Je pense qu'ils ont compris la nécessité. Hein. Nous avons une seule planète. On n'aura pas de planète. Qu'est-ce qui coince chez nous? Pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Il y a trop de choses en jeu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui coince? Je pense que c'est culturel. Hein. On a du mal à se détacher de nos vieilles habitudes. Voilà, c'est ça. Mais il faut plus de sensibilisation. Alors si Andy Costa a un message aujourd'hui à toutes les couches de la population, les jeunes, les moins jeunes et puis les seniors. Par exemple aux jeunes, qu'est-ce que vous diriez? On va commencer par les jeunes. Bon, le message que je peux véhiculer à la jeunesse, c'est de dire que l'environnement est notre partage à tous. Donc nous devons préserver l'environnement parce que nous n'avons pas une planète de rechange. Et aux vieux? Non, aux moins jeunes. Aux moins jeunes. C'est eux la relève. Donc s'ils comprennent cette nécessité, le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas évident que nous voyons la fin, mais c'est eux. Ils doivent comprendre que c'est capital. Les réchauffements climatiques, ce n'est pas bientôt. Nous sommes déjà dans les réchauffements climatiques. On sent ça avec la saison, les saisons qui sont bouleversées. On s'attend à de la pluie, il pleut. On s'attend à la pluie, il y a le soleil, vice-versa. C'est hallucinant, ça. C'est dommage. C'est hallucinant. Et puis, vous avez la chance d'être sur le plateau. Vous êtes en direct là. Votre voix compte, Andy Costa. Tout le monde sait le combat que vous menez hein, pour un pays, une Côte d'Ivoire verte. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Regardez la caméra numéro 1 là-bas et dites ce dont vous avez réellement besoin. Ouais, comme disent les chanteurs du coupé décalé, aujourd'hui c'est la journée de l'environnement, c'est les moments. Ouais. Aujourd'hui c'est le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. J'utilise le canal de la RTI pour faire un plaidoyer auprès du chef de l'État. Mon combat le plus noble aujourd'hui, c'est de vulgariser la mobilité durable. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'investir dans leur projet de développement tout ce qui est piste cyclable et mobilité à 2 roues. C'est mon message. Merci beaucoup, Andy. Alors, il y a une croisière, on va revenir à Andy tout à l'heure. On va aller à une croisière. En revenant après à Andy Costa, une croisière sur le Mississippi, fleuve donc de la Nouvelle-Orléans, c'est du côté des États-Unis. Voilà, c'est un véritable moment aussi qu'on partage avec vous ici. Un jour, j'espère que vous m'emmènerez du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est trop loin, il y a la lagune Ébriée là. La lagune Ébriée, on a trop vu ça déjà. Oui. Une balade sur la lagune Ébriée, oui, ça a son charme aussi. Hein. Ça a son charme aussi. Nos parents nous disent qu'à l'époque, il y avait régulièrement des activités sur la lagune Ébriée. C'était joli, c'était vert, il n'y avait pas d'odeur, tout ça. Il y avait des restaurants. Il y avait des restaurants, tout ça aujourd'hui. Oui, oui, les anciens disent ça. Et ça, vraiment, on aimerait vivre cette époque-là aussi avec tout ce que cela comporte. Pourquoi pas avoir le charme d'une croisière sur le Mississippi? Regardez.
Un vélo sur un sapin. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ajouter à cela un magnifique décor dans les villes, dans la ville, c'est bien, surtout quand on a un vélo. Effectivement, surtout quand on a un vélo. Il y a même une émission ici, l'émission de Andy Costa, qui est Tous au transport vert. Tous au transport vert. Donc on imagine bien une émission là-bas autour du fleuve. Pourquoi pas. Un conseil des ministres où tout le monde arrive à vélo, par exemple. Ça, c'est mon rêve le plus ardent. Ah bon? Ouais. Ah oui. Et dans votre émission, vous recevez plusieurs personnalités. Chaque jour, je reçois une personnalité pour parler de changement climatique. D'accord. Et l'émission se fait à vélo. À vélo. Ouais. Est-ce que le vélo est accessible en Côte d'Ivoire? C'est l'un de nos combats parce que la taxe liée au vélo est un peu élevée. C'est ce qui fait que un vélo coûte en moyenne, un bon vélo, au moins 250 000 francs. Waouh, waouh, waouh. Il y a les VTT, il y a les Bagadi Congo, c'est ça? Bon, moi, je suis l'ambassadeur du vélo. Comment vous avez dit, les quoi? Bagadi Congo. Je fais la promotion de tous les vélos. Ici, avec l'amour, je choque dans ça. Bagani quoi? Babani Congo, c'est ça. Babani Congo, c'est quoi ça, Babani Congo? Enfin, j'en parlais même hier. C'est le vélo que nos parents paysans utilisent au village. Babani Congo? Ouais. Ah bon? Ici, il y a tellement choquant dedans, je pensais que c'était un thème français qui est... Le Babani Congo. Est-ce Babani qu'il est Congo a vert? apporté. Il est vert du moment où il n'a pas de pot d'échappement. Mais il a apporté de tous. Le Baba Nico, ouais. Mais il n'est pas durable. Il n'est pas durable. Ouais. Il n'est pas durable. Parce que, vous savez, la performance d'un vélo, c'est le poids. Congo. Ah ouais, le vélo qu'on utilise pour aller au champ, tout ça. Ouais. Il ne pollue pas, mais il n'est pas durable. En termes de durabilité, c'est-à-dire, bon, c'est des vélos qui se gâtent plus ou moins vite, au fait. Combien d'années? Ça dépend de l'usage. Ouais, ça dépend de l'usage. Voilà, on met beaucoup de bananes derrière, donc tu vois, voilà. Alors moi, je rêve... Il connaît. Oui, Inès, il connaît, il maîtrise. Genre, je rêve d'un jour, par exemple, où je pourrais venir au travail à vélo. Mais avec nos circulations d'Abidjan ici, là, pour parler comme quelqu'un, c'est pas évident. Hein? Ouais, c'est le véritable problème. Les Ivoiriens sont très passionnés de vélo. Mais le souci, c'est un problème sécuritaire. Voilà. Pas que ça. Ils nous disent toujours, on veut faire du vélo, mais il n'y a pas d'espace dédié au vélo. Pas que ça. J'avoue, je ne sais pas faire de vélo. J'avoue, sinon si je maîtrisais Marco, j'irais tout le temps au vélo. Mais déjà, vous maîtrisez le Babani Congo, c'est déjà ça? Non. Vous ne maîtrisez pas ça aussi? Je ne maîtrise pas du tout. Je connais le nom. C'est pas compliqué. Hier, j'en parlais avec quelqu'un qui avait garé son vélo et il voulait mettre un cadenas. Je lui demandais, ça c'est quel vélo ça? Il m'a dit, c'est un Babani Congo. Donc on a commencé à rigoler. Du coup, quand on en parlait aujourd'hui, c'est revenu. Voilà. Merci beaucoup, Andy Costa. Merci beaucoup pour votre fibre, hein, votre passion pour l'environnement. Parfois, quand je vous vois, j'ai du mal parce que je dis, mais est-ce qu'il ne prêche pas dans le désert? Mais on voit que petit à petit, comme on dit chez nous en Afrique, le coton deviendra un jour pagne. Merci. Comme j'aime bien le dire, la vie est comme un vélo. Si tu ne la pédales pas, tu n'avances pas. Ah oui. Parce qu'à vélo, il y a des bas et des hauts. Il faut toujours rester droit. Focus. Focus sur l'objectif. Ouais. Et votre objectif, c'est une Côte d'Ivoire de plus en plus verte. Mais il faut que les gens vous y encouragent avec beaucoup plus de volonté dans les programmes politiques, à l'école, partout. Et ce serait vraiment une très, très grande avancée pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle hein, ce chiffre très, très important. Il y a plus de déchets plastiques dans l'océan que de poissons. C'est hallucinant. Ici, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça veut dire que franchement, la pollution, c'est... Il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on repense à reformer notre planète. Surtout aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Il y a un programme. Rappelez-nous le programme. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement fait l'ouverture officielle de la quinzaine de l'environnement. Et il y aura des actions aussi le 8 à Bassam pour embellir un peu nos plages et puis faire du recyclage. Concernant votre ONG? Nous, aujourd'hui, notre focus est à 16h à l'Université Félix-Houphouët-Boigny. On donne le top départ avec des personnalités, des passionnés de vélo, l'école de la gendarmerie. Et on attend aussi l'école de police qui n'a pas encore confirmé. On fera du vélo jusqu'au Sofitel Ivoire. Avec Marcelin. Merci beaucoup Andy et Costa. Voilà, le programme de Matin Bonheur se poursuit à vélo, mais avec un vélo vraiment qui respecte l'environnement. Et sur le vélo, on a vraiment notre réalisatrice Soro Félicité. Le journal dans quelques instants avec Maï Sako. Vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison. Très bon réveil à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. On va débuter la matinée sur le littoral et les régions forestières par une situation favorable à l'arrivée des pluies. On aura des nuages et les régions de l'ouest et du nord-est seront visitées par quelques nuages denses chargés de pluie. Le reste du pays restera généralement nuageux. Température prévue pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 25 degrés sur la ville de Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Daloa comme à Dibokro, Gagnoa 24 degrés, Gorogo 25 degrés, il fera 23 degrés à Mans, Odiéné 25 degrés, 24 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra, Etabou et Yamoussoukro 25 degrés. L'après-midi, la présence d'une dorsale pourrait affaiblir l'activité de la convergence intertropicale sur le littoral et les régions forestières. Cependant, quelques pluies relativement brèves pourraient y être observées. Dans le nord-ouest, la bande centrale et tout particulièrement sur la zone montagneuse, on aura un temps généralement nuageux et quelques pluies parfois orageuses. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 30 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 35 degrés, il fera 33 degrés à Boaké comme à Daloa, 35 degrés sur la ville de Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 35 à Korogo, 28 degrés sur la ville de Mans, il fera 35 degrés à Odiéné, les villes de San Pedro, Sassandra et Tabo marqueront 30 degrés et Yamoussoukro 31 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Rendons-nous tout d'abord à l'Assemblée nationale où s'est tenu un débat sur les enfants en conflit avec la loi. La question orale a été présentée par le député Yasmina Ouigné. Invité à cette tribune à l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité a rassuré les parlementaires. Selon lui, le phénomène des enfants en conflit avec la loi est en baisse grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Moussa Konaté. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011 après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Ouigné, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels, dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations, un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent, une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur, un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe, un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont
était principalement ciblée sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation, en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Bingerville. 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA. Un mot de défense, le commandant supérieur de la gendarmerie effectue une tournée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'est rendu dans le Gontougo, le Bonkani et l'Indénié du Ablin, où il a échangé avec les populations. Ces rencontres ont pour but de renforcer le lien entre la gendarmerie et les populations. Les examens du certificat d'études primaires et élémentaires CPE se tiennent aujourd'hui, mardi 5 juin 2018, sur l'ensemble du territoire national avec les élèves du cours moyen deuxième année. Plus de 500 000 candidats vont donc affronter les épreuves dans les différents centres d'examen. Une journée de prière a été justement organisée pour le bon déroulement des examens scolaires de fin d'année. Ce rendez-vous religieux s'est tenu dans la commune de Trècheville, à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours et à la grande mosquée de Port-Boué. Il vise à permettre aux candidats d'avoir les ressources nécessaires pour affronter les épreuves, comme nous l'explique Walter Amadou Ouattara. Après une année scolaire bien remplie, il est désormais temps pour les évaluations. Et les épreuves du premier examen scolaire, le CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, démarrent le mardi 5 juin. Mais avant, élèves et responsables d'établissements confient les examens scolaires de fin d'année à Dieu. Ils veulent ainsi que le Seigneur éclaire les candidats afin qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques, intellectuelles et psychologiques. Chaque année, en début d'année, nous faisons l'ouverture au mois de novembre et en fin d'année, en juin, nous prions pour les élèves en classe d'examen de sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite en fin d'année. Nous avons travaillé durant toute une année. Bon, sans la volonté de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut que nous prions pour que Dieu mette la baraka dans tout ce que nous faisons et que, Inch'Allah, tout et chacun ait son examen cette année. On s'en va à l'examen. Donc j'ai prié que Dieu, tout le monde passe au collège. Pour ces moments de prière, les guides religieux ont été mis à contribution. L'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et la grande mosquée de Port-Boué ont été retenus pour accueillir ces moments de prière. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sont ces enfants-là, les dirigeants de ces pays de demain, les futurs dirigeants de ces pays de demain qui sont ces enfants-là. Donc vraiment, ils ont besoin de nos prières
et nous continuons à prier pour eux. Ce sont au total 1 240 831 candidats qui vont se présenter à ces examens et concours dans 3 160 centres. 534 700 candidats pour le CPE, 400 326 pour le BEPC et pour le bac, 256 467 candidats. Le Ramadan est un mois de piété, de pénitence pour la communauté musulmane, mais cette période crée également des opportunités pour certaines affaires. Le sucre et les paniers contenant des produits de première nécessité sont offerts en ce mois. Que rapporte le commerce de ces denrées? Des éléments de réponse avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre et Michel Akpagny dirige l'une de ces 2 industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception, transfert venant des sites, nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché, clients industriels et ménages, sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akpagny. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc si on fait 2 fois pendant la période les 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes. Le Ramadan ne profite pas seulement aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Sur la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout, on a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue et franchement je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices, mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle et me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif. Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le Ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le Ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière. À l'étranger, après l'Allemagne, Benjamin Netanyahou est en France ce mardi 5 juin avant de rejoindre le Royaume-Uni mercredi. Le Premier ministre israélien veut convaincre ces pays de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien comme l'ont fait les États-Unis. Cela fait 29 ans que les Hongkongais marquent l'anniversaire du massacre de Tiananmen, au cours duquel l'armée populaire de Chine a réprimé dans le sang le rassemblement de dizaines de milliers d'étudiants qui s'étaient réunis au printemps 1989 avec l'espoir de voir la démocratie s'instaurer en Chine. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maïsako. Merci, merci. La suite de votre programme au niveau du journal aujourd'hui, vous êtes aux 13h ou 10h?
Ben, on verra bien. On verra comment la journée se déroule. D'accord. Ce qui est sûr, vous êtes prête. Dès qu'on vous sollicite, vous êtes prête. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Elle également, elle est prête tous les matins avec vous. C'est mademoiselle Nessie Ndri. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la besace matinale pour la suite de cette émission? Marco, c'est pas que moi qui suis prête. Également, il est avec nous. Lui, c'est monsieur Jean-Baptiste Kouadio avec lui. On parle entrepreneuriat et spécifiquement, aujourd'hui, on va parler de l'audit financier et comptable. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bien dormi, bien réveillé. Bien dormi, bien réveillé. Bercé par la pluie, tout ça. Oui. Justement, est-ce que la pluie, c'est une donnée à prendre en compte? Ça, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. À prendre en compte au niveau de l'entreprise. Il faut prendre la pluie en compte. C'est un événement, c'est la nature. Il faut prendre en compte. Et pour les entreprises agricoles, je pense que la pluie est une grande donnée. Voilà. Et ça pourrait permettre d'entreprendre d'accroître la production et ainsi de suite. Mais là, je parle d'autre chose. Là. Ça pourrait permettre d'entreprendre dans le domaine du parapluie, pourquoi pas? On n'a pas de parapluie. On n'a pas de parapluie, donc voilà, c'est En l'occasion. temps, il y a l'entreprise Nessie et l'entreprise Marco qui sont sous le coup d'un audit financier et comptable. On va commencer par l'entreprise de Nessie, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de dégâts. Qui est fou. Alors aujourd'hui, on parle comme ça de l'audit financier et comptable. Qu'est-ce que c'est? L'audit financier et comptable, c'est un examen effectué par un professionnel indépendant sur les états financiers d'une entreprise en vue d'exprimer une opinion sur la régularité des comptes, sur la sincérité des comptes et sur l'exactitude des comptes. Et comment ça se fait concrètement? Comment ça se fait concrètement? Alors, lorsque nous avons abordé la gestion financière de l'entreprise, nous avons parlé des états financiers, c'est-à-dire le bilan et le compte d'exploitation. Et on a dit que le bilan résumait les actifs, c'est-à-dire les biens de l'entreprise, et puis les passifs de l'entreprise, c'est-à-dire les dettes de l'entreprise. Et puis le compte d'exploitation, c'était les charges et les produits. Alors, vous voyez que chaque année, l'entreprise est astreinte à produire des états financiers. Voilà. Alors, ces états financiers peuvent contenir des erreurs volontaires ou involontaires. Pourquoi volontaire? Pourquoi volontaire? Si j'ai envie de vous tromper. Parce que les états financiers sont produits pour qui? Pour l'entreprise elle-même, pour voir ses performances économiques, pour voir ses dettes, pour voir ses biens. Mais ces mêmes états financiers, il y a d'autres professionnels qui vont les utiliser. Il y a l'État qui a besoin de ces états financiers pour calculer ses impôts, voir les impôts que vous voulez payer. Donc, si à un moment donné, vous voulez payer moins d'impôts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tricher pour faire baisser les résultats, puisqu'on prend l'impôt sur le résultat. C'est le sport national dans beaucoup de pays. Ça. Pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises. Ça, c'est pas bien. Pas bien, oui. Ça tue l'économie. Ça tue l'économie. Il y a les banquiers, ceux qui doivent vous prêter de l'argent. Ils vont regarder vos performances économiques, vos performances financières, pour pouvoir mettre de l'argent dans votre entreprise. Il y a les clients qui vous font confiance. Il y a les fournisseurs qui vous déposent de la marchandise. Donc, tous ceux-là, ils ont besoin de se rassurer que les états financiers que vous avez produits ne contiennent pas d'erreurs volontaires ou involontaires, parce que ça arrive. Donc, le résultat de l'audit est à la portée de tous? Le résultat de l'audit est à la portée de tous. C'est pas que pour l'entreprise. C'est pas que pour l'entreprise. L'entreprise se rassure. Est-ce que moi, chef d'entreprise, qui ne suis pas toujours là pour vérifier ce que les gens font, est-ce que les états financiers produits par mon entreprise sont les gages des opérations qui se sont déroulées dans mon entreprise? Il faut que je le sache. Il faut que je le sache. L'audit, c'est de façon légale. C'est pour certaines entreprises ou toutes les entreprises sont concernées par un audit? L'audit, il est légal et dans ce cas, on parle de commissariat aux comptes. D'accord. Voilà. Ça, c'est un audit légal. C'est le commissariat aux comptes. Ou bien, il est contractuel. C'est-à-dire, moi, chef d'entreprise, je veux savoir
si mes états financiers sont bons, alors je commande un audit. Ça, c'est un audit qui est contractuel. Mais dans sa partie légale, on parlera alors de commissariat aux comptes. Et certaines formes d'entreprises sont obligées d'avoir des commissaires aux comptes. Pourquoi? Parce que vous, Nessie, lui et Marco, on crée une entreprise, on vous demande de venir souscrire des actions. Vous avez des actions dans cette entreprise, mais vous n'êtes pas là-bas pour voir comment se déroulent les opérations. Et puis, à la fin de l'année, on vous soumet les états financiers, on va en assemblée générale, on vous dit oui, ça a bien marché, oui, mais on ne peut pas vous servir des actions. Mais comment? On ne peut pas vous servir des dividendes. Mais moi, j'ai acheté des actions pour avoir des dividendes. Quand on me dit que ça marche bien et on ne peut pas me payer des dividendes, qu'est-ce qui se passe? Donc, le commissaire aux comptes qui va réaliser cet audit-là, commissaire aux comptes assermenté. Voilà. Il va vous dire, OK, ce que le dirigeant de l'entreprise a présenté compte, c'est bon. C'est certifié. Je certifie. Ou bien il vous a raconté des histoires parce que. Voilà. Est-ce que la start-up peut se permettre d'avoir un auditeur en son sein? Oui, pourquoi pas. C'est une des mesures de l'entreprise. C'est un des contrôles de l'entreprise. Pour vous rassurer vous-même, lorsque vous êtes start-up, on a parlé des départements financiers et comptables. Vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas financier. Mais qu'est-ce qui vous prouve que là, les états financiers qu'on vous donne sont le reflet, sont la photographie exacte de votre entreprise à cet instant-là. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, start-up ou bien PME ou bien quoi, vous avez besoin de vous rassurer. Vous rassurer quant à la qualité. C'est comme un bilan de santé qu'on doit faire. C'est un bilan de santé. Voilà, il faut constater. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, ne pas avoir un auditeur en son sein, mais louer les services d'un auditeur spécialement pour cette période-là? Absolument, c'est ce qu'on appelle l'audit contractuel. Contractuel, voilà. C'est l'audit contractuel. Moi, vous avez produit les états financiers, je regarde, je ne comprends absolument rien. Je dis, bon, OK, il y a une tierce personne compétente qui va venir regarder et qui va certifier ou ne pas certifier. C'est là où les problèmes, les problèmes et les solutions commencent. Parce que c'est avec ces résultats-là qu'on peut avoir de bonnes choses pour l'entreprise. Vous pouvez aller chez les banquiers facilement, vous dites, mes comptes ont été certifiés par Marco, il n'y a pas de problème. L'entreprise est crédible. Voilà, c'est crédible, voilà, et ainsi de suite. Donc il faut une entreprise crédible. Oui. Parce que là, tu vas présenter à la banque, si l'entreprise qui a fait l'audit n'est pas crédible, ça pourrait être rejeté. Bien, mais vous ne pouvez pas faire l'audit sans être formé à l'audit. Voilà pourquoi il y a des firmes d'expertise comptable. C'est eux qui vont aller faire les audits. Et puis il y a des experts comptables reconnus qui travaillent avec le système judiciaire, tout ça, qui sont assermentés. Hein. C'est réglementé. Ils sont inscrits à l'ordre des experts comptables. Et, bon, donc, on peut leur faire quand même confiance. On peut leur faire confiance. Voilà. Alors donc, il y a des enjeux, on ne le dira jamais assez, il y a des enjeux dans un audit, hein, des enjeux multiples, multiformes. C'est voir mes performances économiques, les attester et les montrer à la face du monde. Vous dites que moi, j'ai une entreprise sérieuse, vous pouvez me faire confiance. Vous voyez, les entreprises, c'est le monde des affaires. C'est un monde où vous êtes là, vous voyez que parfois, il y a des entreprises qui font faillite et qui vont entraîner toute une série de faillites tout autour d'autres entreprises. Parce que moi, je vous ai fait confiance aveuglement sur la base des états financiers que vous produisez. Je vous ai prêté de l'argent et puis vous ne pouvez pas rembourser. Mais ça va agir sur mon entreprise à moi. Et comme ça agit sur mon entreprise à moi, il y a des gens qui vont prêter cet argent. Donc, ça va agir sur leur entreprise à eux. Et donc, ça fait effet boule de neige et ça détruit totalement l'économie. Donc, l'audit, dans sa version vérification des comptes, c'est vraiment une contrainte pour les entreprises et les entreprises doivent y passer pour montrer eux-mêmes leur sérieux à la face du monde. Et si j'ai déjà un comptable? Mais le comptable, je vous ai dit ici, le comptable peut se tromper volontairement ou involontairement. Je vais vous dire une chose.
Un client vient payer... Volontairement ou involontairement, ça me fait rire. Oui, un client vient payer sa créance. Le comptable, il n'enregistre pas. Et il prend l'argent. Bon, ce n'est pas tous les comptables qui sont comme ça aussi. Non, non, ils ne sont pas tous comme ça. Pourrait. Les comptables sont généralement très corrects. Oui, généralement. Même s'il y a beaucoup qui se retrouvent en prison. Même si, bon. Voilà. Bon, donc l'exemple c'est ceci. Un client, vous avez un client, vous avez vendu la marchandise à crédit à un client. Le client, il vient, il paye. Le comptable dit, moi je n'enregistre pas cette opération. Il prend cet argent, il s'en sert. Et à la fin de l'année, dans vos états financiers, il vous dit, il y a le client Marco qui doit de l'argent. Bon, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'auditeur, il a une technique pour aller savoir si Marco doit ou Marco ne doit pas. Il interroge Marco? Il va interroger Marco. Il va faire ce qu'on appelle la confirmation directe. Il va voir les livres de compte de Marco. Si c'est Marco une entreprise. Il y a une entreprise Nessie qui dit que tu lui dois 1 million. Marco va dire, ah non, j'ai payé, voilà les chèques, voilà. Marco est toujours correct. Je ne suis pas concerné oui, Marco, par vos affaires là. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, on va interroger le comptable. Qu'est-ce que vous avez fait du million de Marco? C'est là que les problèmes commencent. Vous voyez, c'est de ce qu'il s'agit. Alors, cet audit-là, c'est toute une procédure. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'examen du contrôle interne. D'accord. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des procédures pour faire les opérations. C'est pour ça qu'il y a des chargés d'audit interne dans certaines entreprises. Donc, l'audit interne, merci beaucoup Marco, ça va être celui qui est chargé de vérifier l'application des procédures. Au quotidien. Au quotidien. Est-ce que les procédures, que Marco soit là ou bien que ce soit ici, est-ce que la charte de l'entreprise est appliquée? Si ce n'est pas appliqué, ça va avoir des conséquences sur les comptes. Et quand il y a un audit extérieur, c'est lui qui est l'interlocuteur des auditeurs? De l'auditeur interne. En fait, l'audit externe va regarder les travaux de l'auditeur interne. Si c'est fiable, il va limiter ses contrôles sur les comptes. D'accord. Mais si ce n'est pas fiable, il va étendre ses contrôles sur les comptes. D'accord. Lorsqu'on regarde le contrôle interne, lorsqu'on regarde la procédure, il y a les procédures qui elles-mêmes favorisent les fraudes. Oui. Oui. Il y a des procédures qui favorisent les fraudes. On dit souvent, c'est ce que les gens disent, hein. On entend ça, on entend ça souvent. On dit que les comptables connaissent comment on fait. Donc bon, souvent, vous avez déjà entendu ça aussi. Oui. Dans une entreprise, il y a d'abord la caisse, après la caisse, il y a la comptabilité, ensuite, voilà. Ce long cheminement-là permet qu'il favorise les fuites, c'est ça? Oui. Si les opérations ne sont pas bien tracées, c'est-à-dire qui accorde le crédit au client, qui autorise le crédit à un client. Qui paye. Et comment on fait le recouvrement? Quand on a recouvré, comment on enregistre? Qui prend, voilà. Qui est habilité à recevoir un chèque, tout ça. Tout ça, ça doit être tracé. Ça doit être dans une procédure. Mais si la procédure n'est pas bien faite, vous allez voir. Et c'est un exemple que je vais citer comme ça, mais sans expliquer, parce que ça peut donner des idées à des gens. Non, c'est pas la peine de... Voilà. Non, c'est pas la peine de citer. Dans les entreprises de microfinance, par exemple, vous voyez que les gens passent beaucoup de pertes. Oui, ils passent beaucoup de pertes parce que la procédure d'octroi des crédits, de recouvrement des crédits et de comptabilisation des crédits laisse à désirer. Je m'arrête là. Si le monsieur, qu'il comprenne bien. Oui. D'accord. Voilà. Ça, c'est un langage d'initié. On salue tous ceux qui travaillent dans les entreprises au niveau de l'audit. C'est pas évident parce que il faut être méticuleux parce que c'est des endroits de l'entreprise où il ne faut pas se tromper. Où il ne faut pas se tromper. Franchement, il ne faut pas se tromper. Mais c'est peut-être pas là qu'il faut... C'est dans l'organisation de l'entreprise elle-même. Au quotidien. Au quotidien. Là, ça facilite la tâche à tout le monde. Si vous recrutez des gens qui ne connaissent pas le boulot, inévitablement, ça va aboutir à des résultats vraiment mitigés. Parce que les gens, ils ont tendance à frauder, à contourner les règles. Donc, on a parlé des ressources humaines ici. Vous voyez que c'est extrêmement important. L'organisation, les processus, si ce n'est pas bien décrit, vous allez voir que dans l'entreprise Nessie, la cuisinière va prendre le riz pour aller à la maison. C'est toujours dans cette entreprise que ces choses-là se passent. Voilà.
ou bien dans le transport Marco, il va dire non, il n'y a pas eu de passagers ce matin. Des kenneuses au moins. Voilà. Toute la journée. Toute la journée, on n'a pas les moyens de vérifier. Voilà, il n'a pas eu de... C'est pas possible. Donc, vous voyez qu'il y a des procédures et l'audit commence par les procédures. Et quand vous avez dit, j'ai des immobilisations, il faut qu'on aille vérifier que ces immobilisations-là existent. Absolument. Il faut qu'on aille vérifier. Vous dites, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai 30 millions à la banque. Mais moi, il faut que j'aille vérifier que vous avez vraiment 30 millions à la banque. J'ai 15 millions dans la caisse. Il faut que j'aille compter. OK. Donc, merci beaucoup à vous, l'audit financier et comptable. On essaie de faire ça avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. C'est très important pour les entreprises parce que c'est de là, comme il a dit, que partent les problèmes ou les solutions, tout simplement. Matin Bonheur, c'est ça, le côté didactique et pédagogique de nos interventions. On fait en sorte que le plus grand nombre puisse comprendre. Comme on va rester dans le giron des affaires, de l'entreprise aussi, pourquoi pas, avec les agents d'affaires. Dans un instant, très chers téléspectateurs, nous serons en compagnie de Maître Ezoa Aka. Il est secrétaire général adjoint de la Chambre nationale des agents d'affaires, chargé de la formation et des projets. Ça tombe bien, il va essayer de nous former en griffe, de nous donner les informations sur le rôle des agents judiciaires, des agents d'affaires. Il est venu avec un comité de soutien vraiment très présent. Voilà, c'est dire que mardi c'est droit, Nessie, c'est cela? Effectivement, mardi c'est droit. Et avant de le recevoir ici, Marco, ici on allait à la pub. Sous le haut parrainage de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, sous la présidence de M. Maurice Kakou-Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, l'association Obojlo Afok organise le lancement de la 2e édition du Festival des Arts et Cultures de l'Eau-du-Crou, dénommé le Yaï. Le mardi 5 juin à 17 h au district autonome d'Abidjan, situé au plateau. Filles et fils du Leboutou, amoureux des arts et de la culture à Ducrou, sponsors, annonceurs et partenaires, cet événement est le vôtre. Info Live. 7h01 partout en Côte d'Ivoire. Bon réveil à toutes et à tous. Je suis Nessie Ndri en compagnie de... Marcelin Gouvoy. Ensemble. Allez-y. Et aujourd'hui, on reçoit Marco l'a dit, avant la pub, on reçoit Maître Ezoa Aka, il est secrétaire général adjoint de la Chambre nationale des agents d'affaires chargé de la formation et des projets. C'est quoi un agent d'affaires? On en parlera avec lui, mais avant, cet élément. L'agent judiciaire, pour moi, c'est toute personne qui travaille à la justice ou qui est en collaboration avec la justice. Bon, son rôle, c'est de... Bon, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille à la justice, donc son rôle principal, c'est soit d'intervenir dans les dossiers juridiques. Son rôle spécifique, bon, l'agent judiciaire, bon, il peut dire qu'ils ont plusieurs rôles, il a plusieurs rôles. Il peut intervenir lors d'une audience, il peut intervenir dans l'établissement des documents judiciaires tels que les certificats et autres. Bon, pour moi, l'agent judiciaire, c'est une personne qui est intermédiaire entre les requérants, les actes juridiques et la justice. Son rôle spécifique, c'est pour aider ceux qui viennent, les justiciables qui viennent et qui ne connaissent rien par rapport aux problèmes juridiques. Ils viennent, ils se renseignent auprès de lui afin de faciliter leur démarche. La profession d'agent d'affaires judiciaire existe par une loi votée au début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La création d'un corps particulier qui, au demeurant, est érigé au rang d'auxiliaire de justice. Il s'agit d'un statut qui est en quelque sorte à cheval entre les autres professions auxiliaires liées à la justice, notamment celle de l'avocat, de l'huissier et du notaire. Un métier qui existe depuis un quart de siècle, mais qui continue d'être peu connu des justiciables. Sa profession n'est pas trop connue. Nous, on les côtoie, c'est pourquoi un peu on les connaît. Sinon, les agents d'affaires judiciaires, on les confond très souvent aux agents juridiques ou bien aux juristes. Vous savez, le terme juridique, juriste, englobe beaucoup de choses. Et c'est dans ce cafouillage-là qu'on les met. Sinon, un agent d'affaires juridique,
il doit avoir normalement un numéro reconnu par l'État. Il a un cabinet, il a un bureau, et à ce titre, il travaille, il paie ses impôts, ainsi de suite. Voilà. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on fait un mélange. Quand vous voyez l'agent d'affaires judiciaire, sur son portique, il y a beaucoup de choses qu'il fait à la fois. On ne sait pas exactement quelle est la chose qu'il fait, parce qu'on fait le recouvrement de la créance. Ils sont à la fois agents immobiliers. Je ne pense pas que beaucoup de personnes sachent quelle est cette fonction en Côte d'Ivoire. Et c'est dans mes connaissances qu'il y a un abus dans l'exercice de cette fonction. L'agent d'affaires judiciaire a pour compétence la rédaction des contrats, recouvrement des créances, des consultations juridiques, etc. Un large pouvoir qui crée une certaine confusion dans les rôles car les avocats et les huissiers font aussi le même travail. Concurrence déloyale, existence d'un vide juridique. Pour l'heure, les membres du bureau de la Chambre des agents d'affaires judiciaires attendent toujours de l'État qu'il donne à chaque corps un statut bien défini afin d'éviter les conflits de compétences. Alors, Maître Ezoa, vous allez nous situer tout de suite, hein, agent d'affaires, judiciaire, juridique. On vous appelle comment au juste? Oui, on nous appelle agent d'affaires tout court. Agent d'affaires tout court? Tout court. Bon, agent d'affaires, tout court, ça ne fait pas partie du... Oui, agent d'affaires, on nous appelle agent d'affaires et notre dénomination vient d'une loi. Hein, c'est la loi de 1975 que vous avez citée dans votre élément. Et cette loi-là précise et définit le statut de l'agent d'affaires. La pratique a voulu que, puisque l'agent d'affaires est un auxiliaire de justice, l'agent d'affaires accompagne l'opérateur économique dans sa mission ou dans ses actions devant les tribunaux. La pratique a voulu que les gens ajustent le judiciaire pour identifier peut-être l'agent d'affaires dépendant du ministère de la Justice et certainement d'autres agents d'affaires qui existeraient dans d'autres ministères. C'est agent d'affaires? C'est agent d'affaires tout court. OK, mais c'est qui concrètement l'agent d'affaires? Qui concrètement l'agent d'affaires? Je vous remercie. L'agent d'affaires est nommé par arrêté ministériel. Et l'agent d'affaires est un professionnel en matière d'intermédiation. L'agent d'affaires, c'est celui dont on a besoin pour la promotion de ses activités. L'agent d'affaires, c'est celui qui vous accompagne au quotidien, tout au long de votre vie, et qui absorbe vos préoccupations, qui définit avec vous vos objectifs et qui vous aide dans la promotion de vos différentes activités. L'agent d'affaires, il est nommé, comme je l'ai dit, par arrêté ministériel, et l'agent d'affaires, pour être nommé, est l'objet d'une enquête administrative. Et dans la profession judiciaire, nous sommes les seuls à subir l'enquête administrative préalable avant d'être nommé. Mais il fait quoi concrètement? Oui, il fait quoi concrètement? La mission de l'agent d'affaires est définie par l'arrêté du ministre signé et qui nomme l'agent d'affaires. Il a 4 activités. La première activité, c'est le recouvrement. La deuxième activité, c'est l'administration de biens. Ensuite, nous avons la transaction et le courtage. On va prendre point par point. Oui. Recouvrement. Parfois, on peut vous confondre avec les... On peut vous confondre aux notaires, je ne sais pas, aux huissiers, je ne sais pas. Quand on parle recouvrement, bon, ça peut prêter à confusion. Expliquez-nous, votre rôle en tant qu'agent d'affaires dans le recouvrement. On va prendre point par point. Point par point. Le recouvrement, c'est le fait d'abord de devoir à quelqu'un. Et si vous devez à quelqu'un, il faut procéder au remboursement. Cette dette-là peut être en somme d'argent ou en bien. Maintenant, entreprise ou bien personne... C'est tous les individus. Quand on dit individu, c'est les personnes physiques et une personne morale. Okay. Voilà. Et donc, la personne morale, en droit, nous disons que tout individu a un patrimoine. Toute personne physique ou morale a un patrimoine. Et dans nos transactions, il nous arrive de devoir à Pierre ou à Paul. Et donc, par rapport à cette dette-là, il faut recouvrer. Mais le recouvrement a 2 aspects pour permettre un recouvrement facile. Il y a que le recouvrement peut être amiable et le recouvrement judiciaire. L'agent d'affaires intervient principalement dans le recouvrement amiable. Et donc, il va mettre un ensemble de process, il va s'accorder avec le débiteur, il va négocier avec le débiteur pour que celui-ci puisse payer à tempérament. Et nous avons le recouvrement judiciaire qui est, lorsque nous avons tout essayé et que visiblement le député fait preuve de mauvaise foi et qu'il ne veut pas payer, en ce moment nous entamons
une procédure. Mais l'avantage, dans le cadre du recouvrement, c'est que l'agent d'affaires, puisqu'il a eu déjà des contacts avec le débiteur, connaît l'esprit du débiteur, connaît l'environnement dans lequel le débiteur évolue, et souvent même il connaît son patrimoine, ses biens immeubles et meubles. Et donc, dans le cadre de l'action judiciaire, en introduisant, je dirais, un exemple, par voie des requêtes, et lorsque la décision est rendue et que la décision est devenue définitive, l'agent d'affaires peut intervenir à ce moment-là pour négocier de façon amiable l'exécution de la décision. Parce que l'objectif pour le créancier, ce n'est pas de faire une procédure pour l'affaire, c'est pour obtenir paiement. Et tous les moyens, ne dit-on pas qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un meilleur procès. Donc tout arrangement pour permettre au créancier d'avoir ses biens, d'avoir son dû, est souhaité. Et donc, ça c'est le recouvrement. Après, il y a l'administration des biens. Oui, l'administration des biens aussi peut se présenter sous deux aspects. Il y a l'administration des biens par voie conventionnelle. Monsieur Govoy, vous me rencontrez, vous dites, bon, moi je suis trop occupé à la RTI, je souhaiterais mettre maîtrisoire que vous gérez mes biens. Amen. Donc c'est par voie conventionnelle. Que Dieu vous entende. Voilà, par voie conventionnelle. Ensuite, nous avons l'administration des biens par voie judiciaire. En ce moment-là, c'est le juge, dans le cadre d'associés dans une société qui ne s'entend pas, va désigner un administrateur provisoire ou un administrateur séquestre, ou dans le cadre d'une succession litigieuse où les ayants droit ne s'accordent pas, le juge est amené à désigner un administrateur provisoire ou un administrateur séquestre. En ce moment-là, l'agent d'affaires peut être désigné par le juge. Vous voyez que là, on n'est pas dans le cadre conventionnel. Voilà, c'est le juge qui a désigné l'agent d'affaires pour pouvoir administrer ce bien jusqu'à ce que l'objet du conflit puisse être liquidé. Pour qu'on puisse voir clair dans l'histoire. Le troisième point? Le troisième point, qui est la transaction, en ce moment, je prendrai l'exemple toujours de M. Govoy. Oui, ce matin, je pense que nous nous accordons bien. Je prendrai l'exemple de M. Govoy. M. Govoy a envie d'investir dans le cadre de la transaction. Et il veut s'assurer qu'il soit accompagné de façon efficiente. Parce qu'investir, d'abord, cela suppose qu'on connaît les tests. Et le plus souvent, quand les gens parlent d'investissement, ils voient ce qu'ils vont avoir, ils voient le profit, mais ils ne voient pas le respect des tests. Alors, il faut respecter les tests. Mais respecter les tests, c'est respecter les tests au quotidien. Chaque transaction que vous menez dans le cadre de vos activités est une transaction qui vous engage, mais qui engage aussi d'autres personnes. Et l'État est regardant sur ces transaction-là. Et donc, nous, on va vous accompagner dans le cadre de ces différentes transactions. Il est évident que si on parle de transactions, on ne peut pas s'arrêter au niveau de l'aspect conventionnel. Il y a des transactions que nous appelons les transactions judiciaires. Une affaire peut aboutir dans un cadre conflictuel devant le juge de droit commun et bon, les parties décident de s'accorder rapidement et donc ils vont solliciter l'agent d'affaires pour dire bon, c'est vrai qu'on est au tribunal, mais nous souhaitons nous accorder. Également dans le courtage. Dans le courtage, en ce moment, le courtage, on peut définir le courtage sur deux aspects. On a le courtage dans l'aspect, le courtage courtier médiateur et courtier mandataire. Le courtier médiateur, l'agent d'affaires est déjà un courtier en général. Parce qu'il lui offre une plateforme de l'offre et de la demande. Il a les informations sur le territoire concernant les affaires. Et donc, toute personne qui souhaitera investir ou bien souhaitera acheter une maison, viendra voir Maître Risoire et dira bon, moi je vais acheter une maison, mais comme il y a beaucoup de problèmes sur les opérations immobilières, je souhaiterais que vous m'accompagniez dans le processus d'acquisition de cette maison. Et donc, nous allons prendre ces déshydratats et puis il faut voir aussi qu'ils puissent payer. Si c'est un paiement à tempérament, il faut qu'ils puissent payer. Donc, on est obligé de regarder comment ils gèrent ses avoirs au quotidien. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est crédible et tout ça? Il n'a pas besoin d'aller devant là-bas ou bien engager le processus et qu'en cours de route, il constate qu'il n'a pas les moyens pour payer. Tu as 300 000, tu vas acheter une maison de 50 millions, je te poserai la question, comment tu vas faire? Parce que tu dois gérer ta famille, tu dois toi-même t'occuper de ta personne. Comment tu puisses faire? Maître Risoire, oui. C'est très bien expliqué. Alors, comme on a beaucoup de volets à aborder, quelle est l'opportunité de l'existence de la profession d'agent d'affaires dans l'environnement juridique de notre pays? Merci pour cette question. L'opportunité est d'abord, cette opportunité est d'abord historique.
la Côte d'Ivoire, en 1960, a hérité de l'arsenal juridique de la métropole. Et par rapport à cet arsenal juridique-là, le métier d'agent d'affaires existait déjà au 19e siècle en Europe. Et donc, ce métier-là est rentré dans l'espace l'AOF. Et par la suite, en 1960, vu la progression des activités, l'État de Côte d'Ivoire a jugé opportun d'intégrer cette profession-là dans son arsenal professionnel. Et par la suite, l'agent d'affaires qui, en tant que professionnel d'intermédiation, aide l'État et puis les contribuables dans la réalisation, dans leur rapport. Il est évident que chacun de nous s'élève, il va au niveau de l'administration. Mais quand vous passez devant l'administration, tout ce qu'on vous dit, est-ce que d'abord, vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à assimiler et poser les actes? Souvent, on dit oui, l'administration ne travaille pas. Mais c'est parce que vous-même ne comprenez pas. Et quand on vous demande telle ou telle information, vous ne documentez pas suffisamment votre dossier pour vous permettre d'avancer. Mais cette activité-là est conférée à l'agent d'affaires parce que l'agent d'affaires se retrouve être au quotidien, tous les jours auprès de l'opérateur. Il ne suffit pas seulement de l'appeler au téléphone pour dire « je suis en train de faire tel dossier, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, il vous accompagne au quotidien, dans l'administration, dans les différents services. Quand on dit l'agent d'affaires, on voit que l'aspect tribunal. Mais ce n'est pas que l'aspect tribunal, c'est toutes les institutions publiques et privées où les opérateurs économiques doivent intervenir, où le citoyen lambda doit intervenir. Donc voilà l'opportunité de l'existence de la profession d'agent d'affaires. Vous apportez beaucoup, hein, comme on peut résumer, vous apportez beaucoup à l'appareil judiciaire. Oui. Monsieur Zhang est en Chine, il veut venir investir en Côte d'Ivoire. Oui. Concrètement, comment vous intervenez? Monsieur Zhang est en Chine, il veut venir intervenir en Côte d'Ivoire. Investir en Côte d'Ivoire. Il veut venir investir en Côte d'Ivoire. Nous lui demandons dans quel domaine il souhaiterait investir, parce que certainement qu'il a sa vision. Voilà. Dans quel domaine il souhaiterait investir. Si il n'a pas un domaine bien précis. Le CPC fait ça aussi? Oui. Le CPC, c'est une vitrine, c'est un portail, comme on le dit. Le CPC donne des informations générales sur le niveau de développement et le niveau économique de nos activités. Mais l'information technique, dire à M. Zhang, bon, voilà, je vous présente la Côte d'Ivoire, je vous prends les différents domaines, et quand vous venez en Côte d'Ivoire, moi, je vous amène sur le terrain, parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, voilà, la Côte d'Ivoire présente au niveau macroéconomique, la Côte d'Ivoire des éléments intéressants. Mais non, mais il faut qu'il aille sur le terrain pour constater. Et pour la petite histoire, j'ai reçu des Chinois où j'étais obligé de me déplacer avec eux pour aller en brousse pour voir ce que nous avons dit et qui est présenté sur la carte de la Côte d'Ivoire et qui est présenté sur les documents de la Côte d'Ivoire, ce qu'il en était en réalité. Et lui-même, de visu, il apprécie. Mais il a un interlocuteur qui est juste à côté de lui et qui lui dit, bon, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Où vous voulez investir, voilà comment ça se passe, voici l'histoire de la filière, si c'est dans la NACAD, le café, voici la photographie de la situation. Nous sommes bien compris, M. Gouverneur. Et qu'est-ce que l'agent d'affaires apporte à l'appareil judiciaire? À l'appareil judiciaire, l'agent d'affaires apporte également beaucoup. De sécurité. Oui. Il est évident qu'il y a la sécurité, mais nous travaillons à désengorger l'appareil judiciaire. Nous sommes 613 agents d'affaires. Si 613 agents d'affaires, chaque agent d'affaires traite au moins 100 dossiers dans l'année, je suis modeste, 100 dossiers dans l'année, ça fait près de 6000 dossiers traités à l'amiable. Et cela va désengorger, et cela désengorge l'appareil judiciaire. Mais mieux, par notre intervention, parce que nous sommes pluridisciplinaires, mais nous avons comme formation de base le droit et l'économie. Et donc, lorsqu'un dossier, nous recevons un dossier, nous documentons le dossier. Et une fois que le dossier est documenté, le juge qui reçoit le dossier, il est évident, un dossier suffisamment documenté, le juge gagne en temps et en moyens. En temps parce que rapidement, il va comprendre de quoi il s'agit. Et puis, il pourra prendre la décision qui est appropriée par rapport à cette affaire-là. Comment est organisée la profession d'agent d'affaires en Côte d'Ivoire? Vous l'avez dit, vous êtes 613. Oui. Le premier agent d'affaires, c'était depuis 1961. Oui, avec M. Kwaku Etienne, qui était notre premier agent d'affaires, un de nos pères. Nous avons aussi un de nos pères important, qui est connu de tous, qui est M. Marcel Zadik-Kessi. Voilà. Alors, comment votre profession est organisée?
Oui, notre profession, depuis août 2000, notre profession est organisée en chambre avec un bureau exécutif et nous avons différentes commissions et nous travaillons sur le territoire national. Nous avons des partenariats avec les institutions nationales et internationales et nous travaillons pour le compte de la Côte d'Ivoire au niveau national et international. Nous aidons même certaines institutions publiques, vous avez cité tout à l'heure le CPC. Mais la Chambre nationale des agents d'affaires est experte et répondante du doing business. Et donc la Chambre nationale des agents d'affaires contribue à l'amélioration du doing business en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons, par nos actions, vous entendez de plus en plus la loi sur les petits litiges. Mais c'est par l'intervention des agents d'affaires que cette loi sur les petits litiges-là a été prise par le CPC. Et quelle est la compétence territoriale de l'agent d'affaires? La compétence territoriale de l'agent d'affaires, je l'ai dit tout à l'heure, elle est nationale et internationale. Voilà. Nationale parce que nous avons notre autorité de tutelle qui nous permet, internationale parce que d'abord, ensuite, au niveau international, il faut prendre l'aspect communautaire. Nous sommes dans l'espace OADA. Et donc, dans l'espace OADA, nous intervenons. Et puis, évidemment, si nous avons un client ailleurs en Europe ou aux États-Unis qui nous envoie un mandat, nous informons nos autorités de tutelle et puis nous nous déplaçons pour aller répondre à ces sollicitations. Quelles sont vos relations avec la tutelle? Nos relations avec la tutelle est prise en compte par la Chambre nationale des agents d'affaires qui est l'intermédiaire, qui est l'interface entre les membres, entre les agents d'affaires et la tutelle. Et donc, nous travaillons efficacement avec la tutelle et puis nous disons que de plus en plus les choses vont dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est un peu bateau ça va dans le bon sens comment? Qu'est-ce que vous avez... Non, nous voulons dire que de plus en plus les autorités, notre tutelle prête à nous écoutent et d'ailleurs pour cette émission, nous avons eu l'accord et l'assentiment de nos autorités de tutelle. Nous avons eu même... de quel ministère Du ministère de la Justice, le garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Voilà. Nous avons eu l'accord de nos autorités de tutelle. On a fait le point et puis nous sommes venus à cette émission-là pour dire que nous sommes organisés et puis nous avançons dans nos rapports avec nos autorités de tutelle. Et pour être agent d'affaires en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Et pour être agent d'affaires en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Et ça, je profite de cette question-là pour dire que de plus en plus, on attend souvent apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires n'est pas agent d'affaires. C'est un thème qu'on entend très souvent. Apporteur d'affaires n'est pas un agent d'affaires. L'agent d'affaires, c'est une profession réglementée. Franchement. Les apporteurs d'affaires, vous leur demandez une carte professionnelle. Là où je suis assis, j'ai ma carte professionnelle qui a été signée par le garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Voilà. Et donc, l'agent d'affaires contribue dans ses missions au quotidien à améliorer l'environnement des affaires. C'est un professionnel, c'est un intermédiaire qui est payé pour ça. Oui. Justement, comment vous êtes rémunéré? Notre rémunération est discutée librement avec le client. Votre sourire en dit long sur le côté... Oui, parce que, bon, oui, c'est oui. Vous êtes bien rémunéré, ça c'est le langage du corps qui ne trahit pas ça. Vous êtes bien rémunéré, vous souriez quand on parle de rémunération. Non, nous pourrons dire que nous nous épanouissons dans ce que nous faisons. Ah, voilà. Et il y a plusieurs aspects au niveau de l'épanouissement. Mais est-ce que tout le monde peut se permettre d'avoir un agent d'affaires? Oui, tout le monde peut se permettre d'avoir un agent d'affaires. Ça a porté de prix? Mais oui, nos rémunérations tiennent compte de votre patrimoine. Je vais pas si votre affaire produit 5 millions, je ne vais pas vous demander de me payer 10 millions, ça n'a pas de sens. Il y a un agent d'affaires qui nous disait, quand on préparait l'émission, que lui, il gère une cour commune à Bourg-Dereraï. Oui, s'il a les moyens d'aller gérer, parce que la gestion, le cabinet d'un agent d'affaires, d'abord, notre profession est réglementée. Et notre tutelle, ce n'est pas n'importe qui, c'est le garde des Sceaux du ministère de la Justice. Alors, tu as une tutelle qui est le garde des Sceaux du ministère de la Justice, donc il te demande d'être en règle d'abord avec la tutelle, d'être en règle avec les impôts, d'avoir des collaborateurs bien formés. Vous manipulez au quotidien les ressources des citoyens. Si vous avez les moyens d'aller à Bobo et puis gérer la cour commune, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faudrait en rendre compte. Il ne faudrait pas que, si vous êtes allé, excusez-moi, vous êtes allé encaisser 300 000 et que votre rémunération n'est que peut-être 5%, que vous dites après que
bon, vous confondez le principal, ce qui revient au propriétaire, à votre rémunération. Évidemment, le bureau exécutif, où moi-même je suis membre, à une commission d'éthique et de déontologie, va sévir. Avant même que nos autorités de tutelle puissent prendre la question donc, à relève. apporteur d'affaires, tout ça, ça ne veut rien dire. Juridiquement, ce n'est pas crédible. Les agents d'affaires, c'est ça. Là, c'est une profession réglementée, tout ça. Et puis, il y a beaucoup de diplomatie également. Hein. Ça demande beaucoup de diplomatie. Quand, par exemple, quand on gère, par exemple, le patrimoine de quelqu'un, aller encaisser l'argent, tout ça, c'est vraiment une profession qui requiert assez de diplomatie et de ténacité. Oui, parce que nous disons que l'agent d'affaires, c'est le professionnel qui est ami du client. Nous ne sommes pas amis seulement de notre mandant, mais nous sommes aussi amis du débiteur. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'aller en conflit. Nos actions ne visent pas à créer le conflit. Parce que si nous créons le conflit, nous dénaturons notre profession. Nous disons que nous sommes les diplomates du système judiciaire. Notre objectif, c'est d'avoir le résultat sans faire le palabre, entre guillemets. Voilà. Et donc, nous travaillons à cela. Tous les agents d'affaires, dans leur démarche, procèdent par règlement amiable. L'amiable est notre leitmotiv dans l'exécution de notre mission. Voilà. Et donc, je comprends bien le fait, je comprends bien l'intervention de M. Gauveil sur la question. Nous faisons tout pour éviter le conflit. Maintenant, quand le conflit arrive, nous sommes suffisamment préparés pour qu'on puisse offrir cette plateforme-là aux autres professions judiciaires pour prendre la relève. Voilà. Quand vous parlez, on va revenir sur vos missions. Quand vous parlez de recouvrement de créances, vous avez donné des explications. Mais on peut facilement vous confondre avec les huissiers. Est-ce que les huissiers ne se plaignent pas de vous? Non, on ne peut pas nous confondre avec les huissiers. C'est pas la première fois que... Oui, non, c'est pas la première fois que nous entendons cette remarque. Non, on ne peut pas nous confondre avec les huissiers. Les agents d'affaires ont une mission d'intermédiation. C'est vrai, nous sommes des professionnels, nous dépendons tous de la même tutelle, mais on ne peut pas nous confondre avec les huissiers parce que notre intervention vise à un recouvrement amiable. Et nous existons depuis 1975. Nous faisons le recouvrement sur le territoire national. L'agent d'affaires, vous ne verrez pas un agent d'affaires avec des actes ou des exploits d'huissier. Voilà. Nous avons nos carnets, nos souches, nos quittances. Nous arrivons, nous nous présentons comme agents d'affaires. Mais vous savez que les huissiers font ça? Oui, nous savons, nous avons constaté tout récemment dans la loi de 2013 que les agents d'affaires ont aussi le recouvrement. Mais, madame... Ils ne devraient pas le faire. Non, puisque la loi le précise, la force reste à la loi. Mais au début par rapport à notre profession, nous avons constaté que le recouvrement était une de nos premières missions. Mais il est évident qu'il y a un besoin énorme au niveau, je ne vais pas justifier la tutelle, mais il y a un besoin énorme au niveau national. Il y a beaucoup à faire. L'autorité a jugé utile d'élargir ce champ-là. Je pense que le vide juridique est en train d'être réglé par la tutelle. Hein. Je pense bien que sûr, le bien sûr. Le ministère de la Justice fait beaucoup d'efforts afin de réglementer. Bien sûr. De vous donner, par exemple, beaucoup un coup de pouce au niveau de la technologie, tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le ministère de la Justice est en train de faire sa mue. Et beaucoup de lois, beaucoup de textes sont en train de prendre pour catégoriser les différents métiers. Voilà. Mais nous, ça se fait avec les huissiers, les greffiers, tout ça. Ça se fait avec tous les corps, toutes les professions judiciaires. Toutes les professions judiciaires. Et donc, nous sommes à l'attente, nous sommes à l'écoute. Parce qu'avec les autres corps, vous marchez un peu sur les pieds, hein, et c'est en train d'être défini clairement maintenant. Et nous, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, si quelqu'un veut devenir agent d'affaires, la formation, c'est comment? La formation, d'abord, il faut avoir une formation, je dirais, universitaire. D'accord. Il faut avoir une formation, pas je dirais une formation universitaire, il faut avoir au moins une licence ou une maîtrise en droit et certainement faire des études en économie. Parce que là, vous constatez que pour aborder toutes les activités économiques, pour lire les tests et pour comprendre comment orienter un client,
Si vous ne maîtrisez pas ces données-là, si vous ne maîtrisez pas ces outils-là, vous ne pouvez pas arriver. Mais il est évident qu'au niveau de notre loi, on parle d'aptitude professionnelle et le ministère, notre tutelle, apprécie les dossiers, puisque c'est notre tutelle qui nomme, apprécie les dossiers et nomme les agents d'affaires. Bien sûr, l'avis de la Chambre est sollicité. Merci beaucoup à vous, Maître Ezoa Aka. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la Chambre nationale des agents d'affaires chargé de la formation et des projets. Le thème que nous évoquions bien sûr, c'est la profession d'agent d'affaires. On espère qu'à travers ces 25 minutes passées ensemble, on a pu comprendre tout ce qui rythme un peu le quotidien de votre métier. On salue ici la présence dans ce studio, bien sûr, de Madame la secrétaire générale donc, de la Chambre nationale des agents d'affaires, Madame Maître Béa, et toutes les personnes qui l'accompagnent. Matin bonheur, voilà, nous étions, Nessie et moi, nous étions les agents d'affaires concernant l'antenne ce matin. Effectivement, bonne Marco, journée, Nessie. Bonne journée, Marco. Bonne journée à vous, téléspectateurs de Matin bonheur. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 5h55. On aura d'autres choses aussi intéressantes qu'aujourd'hui. Au revoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. Alors, comment s'est passée la journée? Elle était comme ça. Colacao, une délicieuse boisson au cacao qui apporte de l'énergie pour toute la journée. Colacao, chocolat instantané, énergie toute la journée. Et maintenant, nouveau format, sachet individuel.